Donc, l'idée de départ qui m'a été demandée, et pourquoi j'ai pas choisi comme thème spécifiquement la décroissance, c'est que justement, il y a d'abord une préparation, et puis il y a l'état actuel de là où on se trouve, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on fait société. Donc je suis remonté, je fais ce débat et cette conférence depuis maintenant, une quinzaine d'années, mais je n'ai pas ni une spécialité, ni ma principale activité, mais je suis parti d'une des lectures que j'avais faites il y a longtemps, qui est de Gilbert Rist et qui s'appelle « Il était une fois le développement ». Donc ce livre date de 1986. Donc on peut s'apercevoir de l'absence, si on peut dire, de connaissances et de travaux qui auront pu être faits sur ce qu'on appelle le développement. Et dès 1986, Gilbert Rist disait « Certes, il y a longtemps qu'on a qualifié le développement de mythe, mais le terme était entendu dans le sens anodin de chimère, de rêve inaccessible ou de réalité inconsistante. Mais le mythe n'est pas que cela. » Voilà, un mythe, c'est pas quelque chose, moi je l'ai défini, c'est ce que nos enfants, nos petits-enfants, diront si on arrive à faire en sorte qu'ils arrivent à exister dans 50, 100, 200, 300 ans. Qu'est-ce qui a fait que ces gens faisaient société ensemble? Et pour la plupart d'entre nous, ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on fait société, c'est que dans notre pays, à l'heure actuelle, nous sommes dans le développement. Et nous sommes dans le développement depuis, pour résumer, pour faire, sans grossir le trait, mais pour faire quand même plus ramassé, nous sommes dans le développement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'aura échappé à personne que cette Deuxième Guerre mondiale a entraîné des modifications significatives dans toute l'organisation mondiale. La première de ces modifications a été de scinder le bloc des pays qui étaient industrialisés, qui avaient une existence industrielle et qui se sont fait la guerre. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas été une guerre de conquête coloniale, même s'il y a eu évidemment si on peut dire des traînées coloniales ou des envies coloniales derrière, mais elle a été une guerre entre pays industrialisés. Vous avez les États-Unis d'un côté contre le Japon, et en Europe, vous avez toutes les nations industrialisées qui se sont fait la guerre en essayant de conquérir le plus rapidement possible des ressources énergétiques. Donc voilà, nous sommes dans le mythe du développement, c'est-à-dire que nous sommes dans la socialisation du développement. Et le mot est très fort, parce que il renvoie... Alors on dit, il y a des champs, il y a le champ lexical, donc le mot développement, il peut être utilisé dans beaucoup de domaines. Il y a le développement par exemple d'un enfant, il y a le développement personnel, après on peut le décliner, le développement philosophique, je ne vais pas aller jusqu'à parler du développement qu'on utilise pour les cyclistes, mais le mot développement en lui-même emporte plutôt une notion positive. Et donc c'est complexe de dire est-ce que le développement ne pourrait pas avoir des externalités négatives. Alors après, donc, il y a si on tombe plus particulièrement en développement qui est là quand même, et je vous montrerai pourquoi, bien qu'on ait cherché à faire une différence, le mot développement est un quasi synonyme du mot croissance, en tout cas par son sous-entendu, lorsqu'il est sous-entendu qui est le développement économique. Et là, on arrive c'est un peu plus restreint, donc on n'est plus dans le champ lexical, on est dans le champ sémantique du développement économique quand on utilise le mot développement. Et là, les exemples, aussi bien dans la presse que dans les livres, que dans ce qui est enseigné dans les écoles, et je vous montrerai, si je prends par exemple Sciences Éco en terminale ES, donc ça date quand même d'une dizaine d'années, mais c'est un livre qui se vendait en euros. C'est les carnets du bac, les définitions clés, développement. Le développement correspond à l'ensemble des transformations économiques, mais aussi techniques, sociales et culturelles, qui permettent l'apparition et la poursuite de la croissance économique. Et si vous avez la croissance, c'est quasiment le contraire. C'est-à-dire que la croissance économique se fait grâce au développement. On a essayé d'opposer développement qualitatif à croissance économique qui serait purement quantitatif,
Mais c'est vraiment une pure fiction, et vous pouvez consulter, et j'en ai consulté, tous les ouvrages qui sont utilisés en études économiques, plus tous les dictionnaires. Je parle très peu de langue, mais j'ai regardé comment on traduisait les uns par les autres lorsque je voulais lire les graphies. Le mot développement et le mot développement économique sont des synonymes, et dans plusieurs langues sont des synonymes du mot croissance. Donc on a ce mythe qui nous tient ensemble, que demain, ça sera mieux parce qu'il y aura plus. Et c'est exactement le mot développement. Le mot développement tel qu'il est utilisé, soit dans les langues anglaises, soit dans les... C'est un peu différent en allemand, mais pas tellement différent évidemment dans les langues latines. Mais le mot développement emporte le fait que demain, ça sera mieux parce qu'il y aura plus. Donc ça vient de cette scission des blocs industrialisés, qui se séparent entre un bloc qui revendique une économie planifiée et pilotée par l'État au service de tous, et donc qui n'accaparerait pas une plus-value qui serait redistribuée à des propriétaires, mais qui ferait quand même une plus-value qui serait redistribuée entre tous, qui passe par la production industrielle avec accumulation et enrichissement général d'une population, mais on redistribue à tout le monde les fruits de cet accroissement. Et puis le monde dit libéral, à l'époque, il ne s'appelle pas encore vraiment comme ça, il s'appelle le monde libre. Bon. Chacun s'autonome, à chaque fois, on n'en discutera pas, enfin, on peut en discuter, mais le monde libre qui dit non, il faut qu'on gère tout ce qui est la production industrielle. On ne parle pas encore de finance à cette époque. Tout ce qui est la production industrielle, il faut la développer, c'est le développement économique. Par contre, on pense que ce sont les opérateurs privés qui sont les mieux à même de gérer ça. Et on entre petit à petit dans ce qui est maintenant notre réalité, qui est la financiarisation définitive, qui effectivement n'existait peut-être pas à l'époque où ça s'est fait. Et le mot développement est lancé, définitivement lancé dans la sphère publique par le président Truman, qui indique que si on veut contrecarrer la puissance naissante soviétique qui fait partie des Alliés et qui cherche à conquérir sa partie du monde, il faut aider les pays sous-développés, c'est comme ça qu'on parle à l'époque. Donc le développement est caractérisé, pas pour les pays riches, il est caractérisé par les pays sous-développés. Lorsqu'on lance le plan Marshall, lorsqu'on lance le début de la Banque mondiale, l'Europe n'est pas à redévelopper ni à développer. L'Europe est à reconstruire. Les mots développement ne sont pas utilisés pour l'Europe. Il paraît grossier à l'époque, jusqu'au tournant des années 60-65, il paraît grossier de parler pour les pays déjà industrialisés de développement. Ce terme n'est utilisé que pour les pays en voie de développement. Alors, on les appelle d'abord sous-développés, puis après en voie de développement, puis finalement émergents. On leur donne un tas de vocables, mais la réalité, c'est que les pays industrialisés se disent, si on veut accroître notre capacité à développer notre production et à la faire consommer, il faut que, d'une certaine manière, on aide cette quantité immense de population, puisque c'est quand même là une réalité, qui n'est pas encore développée, à faire comme nous. Et pour ça, on va l'aider. Et l'aide consiste à leur donner des moyens financiers pour qu'ils achètent la technologie ou les moyens de production qui existent déjà dans les pays développés. Et on a continué de cette manière-là. J'ai parlé des années 60, parce qu'au tournant des années 60-65, on s'est aperçu que, donc 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelait le développement pour les pays sous-développés ne fonctionnait pas. Et il y a des gens, notamment en France, par exemple la ligne d'horizon d'un économiste qui s'appelait François Partant, et qui a été soutenu dès le départ par un autre économiste, qui est un professeur d'économie qui s'appelle Serge Latouche, ont créé les premières notions de l'après-développement. Ils ont démontré, ils ont travaillé, et c'est une des bases de ce qui a fondé ce qu'on appelle la décroissance, c'est que pour les pays, en fait le développement, le discours du développement, c'était le discours des pays du Nord envers le Sud. L'époque, après la scission des blocs Est-Ouest, on s'est rendu compte qu'il y avait une troisième scission qu'on a appelée le tiers-monde, et après les pays non alignés, et que c'est ça qui était à conquérir. Donc
le discours des pays du Nord, c'est pas tout à fait géolocalisé, mais il se trouve que c'est quand même les pays qui sont dans l'hémisphère Nord, mais plus fort que ça, qui sont en fait dans tous les pays aussi tempérés, qui ont acquis une puissance basée sur leur production agricole, et ça, ce sont des travaux qui ont été faits par un géographe, technologue américain qui s'appelle Jared Diamond, qui a démontré que l'avance significative de nos pays n'était pas due à nos populations, elles étaient dues à l'avantage systématique, depuis la fin du néolithique, de notre territoire géographique qui s'étend, en gros, de la Chine jusqu'à l'Espagne pour nous, que ce qui s'appelle le continent américain avait un retard sur nous, puisqu'il n'a pas cette bande de terre qui s'étend sur 10 ou 12 000 km où on trouve 8 des 10 principales graines ou pois qui nous nourrissent et 7 à 8 des principaux animaux dont on utilise tout, soit pour se nourrir, soit pour se vêtir, soit pour faire des instruments à partir des os, à partir du poil, à partir des cornes. Et donc c'est l'Europe qui a conquis cette Amérique, qui avait des richesses qui étaient disponibles à exploiter, mais qui ne pouvaient être exploitées qu'avec des éléments soit agricoles, soit proto-industriels qui venaient de l'Europe, mais pas que d'Europe, en fait, de toute cette bande qui va de la Chine à l'ouest de l'Europe, c'est-à-dire en gros l'Espagne, et qui nous a permis d'avoir un avantage qui se compte en peut-être 1000 ou 2000 ans, et c'est ce qui nous a aussi permis d'asservir le reste du monde, qui est donc soit l'Afrique, soit l'Amérique du Sud, soit dans les pays comme l'Inde ou la Chine, qui n'ont pas stricto sensus, qui n'ont pas de colonie, mais qui ont leur propre colonisation intérieure. Et on se trouve maintenant dans cette situation, après avoir développé notre monde industriel, d'avoir un quart, un tiers de la population qui, grâce à cette richesse née de la Terre, a bâti une civilisation de production industrielle de masse, qu'on appelle le développement, qui consomme 80% des ressources de la planète, et on a en face 80% des habitants de la planète qui doivent se partager 20% des ressources. Or, on comprend bien que si ces 80%, on va essayer d'entraîner dans le développement, arriver à notre niveau de prélèvement et de prédation, il nous faudrait, ce que rapportent beaucoup d'économistes et beaucoup d'écologistes, une seule planète ne suffirait pas, puisqu'elle ne suffit pas déjà à la consommation de 20% de ses habitants. Si tout le monde consommait comme, ne parlons même pas de l'Amérique du Nord, si tout le monde consommait comme un Français ou un Européen moyen, il faudrait environ 3 ou 4 planètes. Donc ça indique l'écueil et l'échec de ce qu'on a appelé le développement. C'est-à-dire que le développement n'a pas su s'arrêter à ce qu'on pourrait appeler un niveau où il aurait été soutenable. Et c'est là qu'est intervenue une troisième étape. Donc, premièrement, le développement envers les pays sous-développés. Deuxièmement, échec de ce développement, une quasi-stagnation, jusqu'à temps que l'ONU se dise il y a un problème, et une des origines de la décroissance, problème qui est détecté mais rendu public dès les années 1970, avec 2 événements relativement importants, même s'ils ne sont, ils sont pas liés structurellement. Il y a d'une part le premier sommet de la Terre à Stockholm, qui est sur les bases de l'environnement, et qui est proposé et géré par la Commission du développement de l'ONU, qui ne s'appelle pas encore autrement. Ce premier sommet de la Terre dit « Notre développement industriel, notre croissance économique, notre production, est en train d'abîmer l'habitat, la planète. » Et on le voit du côté ce qui s'appelle environnemental. Et là on dit « Ça ne peut pas continuer comme ça. » À la suite de ça, l'ONU continue son travail, la Commission du développement commandite un travail à Madame Gro Harlem Brundtland, qui a été première ministre de la Norvège, et elle produit un ouvrage fondateur, Only One Earth, et notre planète à tous, qui va se traduire par quelques-uns des mots qui sont utilisés au départ, et qui va donner le développement durable. Alors qui malheureusement en français est une assez pauvre traduction de l'anglais, puisque l'anglais dit Sustainable Development,
il n'y a pas une grosse différence, mais le mot soutenable en français pâtit de plusieurs choses. Hein. En France, en soutenable, on a le souteneur. Hein. On n'a pas beaucoup non, mais de termes, il faut voir aussi justement le côté lexique et le côté sémantique des mots. Donc on choisit développement durable. Le soutenable est quand même entraîner plus cette notion justement à la fois de durabilité et d'acceptation sociale que de développement durable. On a ce qu'on a appelé un oxymore. Hein. Donc là, vous verrez dans la bibliographie, là, il y a quand même eu, pas tellement à l'époque, puisque c'est produit en 1987. Ça ne bouge pas tellement en 1987. Développement durable. Par contre, ça bouge à partir de 1992, parce qu'il y a ce qu'on appelle un des premiers sommets, parce que le premier était sur l'environnement, était à Stockholm, et là, il y a les premiers sommets du développement durable à Rio, où on sort l'agenda 21, et l'agenda 21, et ça, vous pouvez le trouver partout. L'article 1er présente, et comme un préambule de l'agenda 21, et l'article 2 indique très clairement que ce sustainable développement durable, est pour les pays en voie de développement. Donc même en 92, l'agenda 21 de Rio, donc 21 c'est pour 21 mesures, mais en prévision du 21e siècle, Action 21, l'agenda 21 est à destination à nouveau des pays qu'on appelle plus sous-développés, mais qu'on appelle émergents ou en voie de développement. Sauf qu'à nouveau, ça ne prend pas. C'est-à-dire que les pays en voie de développement, qui sont quand même maintenant constitués politiquement, et qui savent ce qui pèse, notamment parce que la Chine, qu'on a qualifié de pays sous-développé et de pays émergents, sauf que la Chine a 7 à 8 000 ans de culture, a toujours su tout faire, simplement s'est arrêté pendant 300 ou 400 ans, notamment en renonçant à la marine, en considérant que la mer était impure, c'est un autre débat, mais c'est une réalité, et au tournant de 1400-1500, la Chine renonce à faire des voyages en utilisant la marine, et il se trouve que dans le même temps, l'Europe, qui grâce à ses richesses et sa production agricole, a commencé déjà à avoir une proto-industrie capitalistique, c'est-à-dire est capable de mettre est capable par exemple, de commanditer la construction d'une quinzaine de navires, avant que ces navires rapportent quoi que ce soit, c'est pas du tout évident, et donc d'avoir une troupe armée qui peut aller de ci, de là, capturer des pays et donc les exploiter, ce qui met fin par ailleurs aux caravanes, hein, donc, qui met fin à une certaine richesse de la Chine, qui passait par la route de la soie qui était terrestre. Donc toute cette circumnavigation de toute la marine européenne au départ, hein, donc portugaise, génoise, espagnole, bientôt française, anglaise, hollandaise, vont littéralement conquérir la planète, mettre fin à ce qui était un empire millénaire du côté de la Chine, qui lorsque la Chine se réveille et décide de se lancer à nouveau dans l'industrialisation, on le voit, ça n'a pas mis longtemps, la Chine est devenue quasiment la deuxième puissance mondiale, évidemment, sait fabriquer quasiment tout, parce que c'est quand même de ce pays que sont issues une grande partie des découvertes fondamentales de ce qu'on appelle maintenant l'industrie, hein, ne serait-ce que la poudre à canon, mais c'est pas au sens de la poudre à canon, c'est la puissance du feu, c'est-à-dire comment on transforme une combustion avec du gaz en une énergie. Bon, il y a la boussole, enfin, il y a énormément de choses qui ont été découvertes ou inventées, ou peu importe, mais qui étaient utilisées en Chine il y a déjà 3 ou 4 000 ans. Il y a une culture, il y a une structure centralisée qui permet d'extraire une énorme quantité de population à destination de l'enseignement et donc de produire de la valeur intellectuelle parmi une population comme nous. Donc la Chine est devenue une puissance politique, s'en est rendu compte, la Chine est devenue une puissance industrielle, et elle a pris sous sa coupe, depuis ce qui s'appelait le tiers-monde, des pays non alignés, elle a déjà pris sous sa coupe, notamment en les finançant, notamment en Afrique, mais pas que en Afrique. Elle est revenue, elle retourne maintenant alors, en construisant des routes, des aéroports, des centrales, tout. Donc, ces pays-là, malheureusement, ne sont pas sortis de leur tutelle, qui est la légation de notre colonisation, c'est-à-dire que presque tous les pays qui n'arrivent pas à exister autrement sont sous la coupe
de gangs militaires, hein, qui sont des légations. Soit ce sont des gens qui ont fait leurs études dans l'armée française, dans l'armée belge, dans l'armée anglaise, soit qui ont été formés par les universités soviétiques, par les armées soviétiques, soit quelques-uns dans les universités américaines, mais qui ont vite compris que la puissance militaire avant tout permettait de cerner un pays. Donc ces pays-là savent qu'il n'est pas question qu'on leur fourgue ce développement durable, et excusez le terme, qu'eux, ils veulent comme nous. C'est-à-dire qu'une population qui a 100 millions d'habitants, eh ben, ils veulent qu'il y ait 60 millions de voitures. Et une population qui a, comme nous, qui aurait comme nous 65 millions d'habitants, ben, qu'au moins un tiers ou un quart de ces habitants puissent prendre l'avion quand ça leur chante. Veulent avoir un téléphone comme nous, veulent avoir un frigidaire, peu importe la localisation. Donc ces pays n'ont pas accepté le développement durable. Le boomerang a fini sa course, le développement durable est revenu chez nous. Mais ce développement durable, de quelle manière est-il revenu chez nous? Toujours dans l'univers du mythe du développement, on ne touche pas au développement. On ne touche pas au développement économique, on ne touche pas à la croissance, et on crée des petits départements de développement durable. C'est-à-dire qu'avant, on avait les sciences économiques qui maîtrisaient tout, les sciences sociales, parce qu'il faut quand même s'en occuper, et puis on avait l'environnement qui petit à petit avait commencé à gagner un peu, si on peut dire, des parts de marché politique, notamment à partir de 1972. Et bien tout simplement, tout ce qui s'appelait l'environnement a été remplacé par le développement durable. Ce n'est pas le développement qu'on a imaginé qui pourrait devenir durable, c'est simplement un département qui s'est ajouté, et on a continué dans ce mythe du développement économique, qu'on le nomme progrès, qu'on le nomme croissance, et on n'en est toujours pas sorti. Et c'est ce qui nous a fait réagir, on n'est pas les seuls, mais c'est ce qui nous a fait réagir avec ce mot décroissance, c'est que au tournant des années 2000, puisqu'il y avait une résurgence du débat sur l'écologie, qui passait notamment par le fait que les Verts, avec la gauche plurielle, avaient réussi à placer des hommes ou des femmes politiques au gouvernement en France. Et il y a eu un débat chez les Verts, chez les écologistes, en 1997, qui était pour refuser le vocable développement durable. Et ça s'appelait je crois que c'était les États généraux de l'écologie politique. Ça s'est passé en 99, je crois. Et les Verts avaient ouvert un atelier pour refuser les mots développement durable. Et ce qui a été dit lors de ces ateliers, c'est de dire, écoutez, on est au pouvoir avec les socialistes et les communistes. Bon, les communistes déjà un petit peu moins, ils ont vite disparu. On est au pouvoir avec les socialistes. On ne sait pas comment parler avec eux. Déjà, l'environnement et l'écologie, c'est compliqué. Et là, grâce au développement durable, on a un moyen de parler, donc on va garder le vocable développement durable. Mais les Verts auraient dû porter la décroissance. Ils l'ont essayé, on va dire, un peu mollement. C'est-à-dire en 2004, les Verts ont voté une motion, pas à l'unanimité, mais quasiment à 90%, lors de leur Assemblée générale, ou en tout cas Assemblée nationale, qui s'appelait la décroissance sélective. On voit déjà que dès qu'on met un qualificatif à une notion, au lieu de l'augmenter, évidemment, elle la diminue. Mais la décroissance sélective était déjà une avancée par rapport au développement durable. Et puis ça s'est éteint tout de suite. Ça s'est éteint tout de suite parce que le cœur de l'opposition de la décroissance par rapport au développement, je vais vous résumer, s'il y avait un programme politique de la décroissance, c'est que si demain les gens de la décroissance étaient élus, dans un premier temps, on double les impôts, et dans un premier temps, on prend tout le reste. Donc, on comprend que la portée politique, et j'espère qu'on en débattra, de qu'est-ce qui pourrait entraîner de sortir de ce mythe du développement pour entrer dans des politiques de décroissance, est extrêmement complexe dans un pays, le nôtre, où on voit qu'une véritable révolte actuelle, quels qu'en soient les participants, quelles qu'en soient les différentes affinités, quelles qu'en soient les dérives, une révolte actuelle est le principal mot d'ordre, en tout cas qui réunit tout le monde, est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on se focalise sur une financiarisation des échanges et du partage, sans se soucier de ce qu'est la ressource, que ce soit la ressource alimentaire, la ressource énergétique,
et leurs externalités en dégâts sur ce qu'on appelle l'environnement, qui est notre habitat naturel. Donc voilà quels sont les présupposés qui mènent à la décroissance. C'est ce mythe du développement dont on n'est toujours pas sorti, qui est vraiment fondateur, au sens premier de notre manière de vivre, de notre manière de penser, parce qu'on a été élevé comme ça. Et vous le savez, s'il y en a parmi vous qui sont dans l'éducation nationale, ou qui sont parents d'élèves, ou qui ont été dans l'éducation nationale, en tant que tel, l'écologie n'est toujours pas enseignée dans les écoles, sauf d'une manière anecdotique, soit par des intervenants extérieurs, soit comme une petite partie du programme. Or, les plus anciens d'entre nous se souviennent que lorsque nous sommes allés à l'école, il y a eu 2 ou 3 sujets qui étaient transversaux dans toutes les matières, que l'on nomme l'arithmétique, que l'on nomme la lecture, que l'on nomme la gymnastique. C'était l'hygiène, c'était les transports collectifs, et c'était la lutte contre l'alcoolisme. Et vous pouvez regarder vos livres d'école de cette période-là. En gros, moi j'ai été à l'école primaire de 1956 à 1960, ensuite lycée-collège, qui s'appelait lycée à l'époque. Tout tournait autour de l'hygiène, la lutte contre l'alcoolisme, les transports collectifs, hein, c'est des histoires de train, de baignoire, que ce soit la lecture, que ce soit les calculs d'arithmétique, que ce soit la géographie, c'était ça, mais l'autre corollaire, c'était la production industrielle. Donc, il y avait ces 2 sujets qui étaient transversaux. Or, actuellement, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, un peu une différence à l'université, et on va voir en quoi c'est aussi ce qui bloque. Il n'y a pas d'enseignement de l'écologie, sauf de temps à autre un professeur de biologie, un professeur des sciences de la vie et de la terre, un professeur de géographie, quand il est lui-même, on va dire, un militant ou un activiste. C'est-à-dire qu'il peut s'emparer de bribes de programme et rapidement se trouver, s'il n'a pas l'équipe pédagogique qui le conforte, à être en opposition. Et lorsque, par exemple, on nous demande d'intervenir dans une école primaire, un collège ou un lycée, on demande toujours à ce qu'il y ait une pluralité d'enseignants qui nous demandent d'intervenir. Et pas pour parler de décroissance, parce que là, simplement pour parler de la nourriture, de comment on doit se nourrir, c'est quoi l'énergie, d'où ça vient, à quoi ça sert, pourquoi on consomme beaucoup. On ne veut pas se retrouver face à un militant ou un activiste, parce que la position d'enseignant n'est pas celle du militant ou de l'activiste. Elle est celle de transmettre un savoir qui de plus est normé. Donc voilà, c'est pas enseigné. L'écologie n'est pas enseignée dans les écoles primaires, n'est pas enseignée dans les collèges, n'est pas enseignée dans les lycées. Par contre, il y a depuis, on va dire, une dizaine d'années, des formations diplômantes, ou des formations universitaires, donc de niveau licence professionnelle, master, des doctorats, dans le développement durable, dans l'environnement, un peu plus spécialisés et un peu plus intéressants dans justement ce qui s'appelle soit les licences professionnelles, soit les BTS, soit les IUT, donc le génie biologique, le génie de l'environnement, même génie rural. Grosse difficulté dans les lycées agricoles, puisque dans les lycées agricoles, en tout cas la plupart de ceux où j'ai pu aller, il y a un enseignement qui commence à être assez fort, mais depuis maintenant une dizaine d'années, sur ce qu'on appelle l'écologie vraiment au sens primaire. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est en lycée agricole, qui passe en BTS ou qui va en IUT et qui continue dans sa filière, à un moment, il doit faire un stage. Il doit faire un stage dans un établissement agricole. Et quelle est la première chose qu'on lui donne quand il arrive dans l'établissement agricole? C'est un masque à gaz et des gants. Donc, c'est la réalité, hein. Je ne veux pas dire que c'est 100%, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que l'enfant, jeune adulte, qui arrive dans le monde réel, et bien on lui dit non, mais oui, l'environnement a commencé à secrétaire d'État avec Dornano dans les années Giscard, ça remonte à loin, même Poujade avant, hein, je crois, qui était ministre de ce qui s'appelait l'environnement. On a eu donc Borloo, qui est devenu ministre numéro 2, ministre d'État de l'environnement, de l'industrie, du transport, je crois aussi, il avait... sauf que c'est pas qu'il n'en a rien fait, c'est pas sa personne à lui qui est en souci,
c'est que de nouveau, il n'a pas eu... si le développement durable avait un sens, vous savez comment on nous vend le développement durable, je ne veux pas vous faire un dessin, mais vous connaissez tous, c'est l'environnement, l'économie et le social qui se rencontrent. Bon, alors déjà, vous faites le dessin, vous voyez déjà que le développement durable, c'est une minuscule pastille au début. Alors que la réalité de notre planète, c'est que d'abord vous avez la strate première qui est notre habitat, qui est la planète, sur lequel il y a un monde vivant qui est nous, plus tout le reste du vivant, et puis de ce monde vivant, de notre système humain sur toute la planète, est issu le petit monde économique. Donc c'est ça la transversalité. Sauf que non seulement c'est pas fait comme ça, mais c'est pas un ratage, c'est une volonté. C'est une volonté parce que, encore une fois, ce qu'on appelle l'écologie, ce dont on débat, et on peut penser que la pluralité de vous en tant que participants et de ceux qui en débattent ont cette conscience de l'écologie. Sauf que c'est comment on sort de cette manière d'être, parce que à quoi on nous renvoie l'écologie? C'est le nucléaire ou la bougie. Hein. Et la décroissance, c'est aller courir tout nu dans le bois. Hein. Donc voilà, c'est faire ça. Hein. Oui. On avait une autre question ici. Oui, je suis ancien fonctionnaire, je me suis occupé des plans d'occupation des sols sur la ville de Vienne, entre autres. J'ai mis les mains dans les stots, j'ai connu un peu les salaires. C'est un peu plus loin. Alors, je n'ignore pas le pouvoir des castes de hauts fonctionnaires de l'État. On le voit dans le domaine du nucléaire où les X-mines ont la main sur le ministère, sur EDF, sur Areva et sur les constructeurs, et le foirage de l'EPR est un exemple d'incompétence manifeste. Mais c'est pas pour ça que je dis tout est la faute des fonctionnaires. Il ne faut pas exagérer. J'ai vécu. Mais attends, tu me laisses parler. Tu répondras si tu veux. J'ai vécu localement le désarroi des élus devant la demande des propriétaires. Le problème de base, c'est qu'un terrain, aujourd'hui avec les lois foncières, un terrain en zone agricole vaut 1 € le mètre carré et 100 € le mètre carré en zone constructive. Ça se joue au déplacement d'un trait sur un plan. Moi, je vais aider les plans et les élus approuver ou désapprouver mes plans. Les élus ont la main sur l'aménagement du territoire, au moins au niveau local et au niveau plus global. Les SDO, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, qui doivent régler sur un territoire assez étendu les règles de construction à moyen terme, existent, peuvent s'imposer aux communes si les préfets ont suffisamment, disons, de couilles pour les imposer, mais les élus font ce qu'ils veulent en fait, et la pression des propriétaires est déterminante dans cet étalement des droits à construire qui font les mitages que l'on connaît. Et c'est pas évident d'en revenir sans passer par un changement fondamental des règles sur la valeur des terrains, étant entendu que, pour moi, le terrain a une valeur, mais la valeur du terrain, c'est d'abord les équipements qu'on y met. Et ça, c'est pas le propriétaire qui les fait, c'est la collectivité qui les paye. Donc, tant qu'on ne va pas changer ce système-là, on aura un peu n'importe quoi en aménagement du territoire. Moi, j'ai quand même un peu l'impression que ça a évolué. Je suis peut-être optimiste, mais j'habite à Sessuel. Et apparemment, au niveau des PLU, justement, parmi les objectifs, l'idée, c'était de ne plus prendre sur les terres agricoles. C'est un village où il y a des terres agricoles. Et de combler les dents creuses, ce qu'ils appellent les dents creuses. Donc moi j'étais plutôt rassurée apparemment parce que c'était des prérogatives qui venaient de plus nous. Donc il me semble quand même qu'il y a une petite évolution. Je voudrais apporter une note un petit peu optimiste dans ce débat. Vous avez raison au sens politique, mais le problème que vous soulevez
est beaucoup plus... il a une profondeur, mais vous allez voir, vous le dites très bien. Vous savez que le pays, le pays, la France, certains vont le gérer comme une entreprise, mais bon, peu importe. En tout cas, il y a une comptabilité nationale. Il passe par le PIB et tout, c'est pas un débat ici, mais donc il y a une richesse de la France. Et depuis, avant, on comptait que la production. C'est-à-dire qu'il y avait un compte de résultats, hein, sans rentrer dans les détails, c'est-à-dire on produit tant, on gagne tant. Et maintenant, il y a l'équivalent d'un bilan, qui s'appelle la richesse de la nation. Cette richesse de la nation, elle est financiarisée au sens où elle permet de la commune jusqu'à l'État d'emprunter. Or, vous savez qu'on a une dette, c'est que de la finance, mais c'est aussi comme ça qu'on fonctionne. On a une dette qui équivaut à une année de production, en gros 2000 milliards d'euros. Donc, cette histoire de terrain, le déplacement du trait, ben c'est ce qui permet d'emprunter. Et c'est ce qui permet d'emprunter à tous les niveaux. Parce que vous avez une commune qui a, au hasard, en prenant des chiffres basiques, moi-même je ne suis pas capable de calculer, vous avez une commune qui a 10 hectares de terrain constructible. Et bien, elle peut emprunter sur la valeur de 10 hectares multipliés par 100 € le mètre carré. Et puis tout à coup, elle a 20 hectares. Ben, elle peut emprunter 2 fois plus. Et comment elle obtient ces 20 hectares? Ben, en achetant des terrains agricoles à 1 €. Et puis en dictant, c'est pas constructif, bah si, parce que là on a fait un réseau d'eau usée, on a apporté l'électricité, on a apporté le gaz, d'ailleurs on l'a apporté, mais c'est vous qui allez le payer, et on a apporté tout ce qu'il faut pour que ça soit urbanisé. Et voilà, et ça c'est le développement. C'est le développement économique. Et pour les plus anciens d'entre vous, mais même les plus jeunes, vous vous souvenez certainement d'un film qui s'appelait La soupe aux choux, qui est un livre de René Fallet et qui a été porté à l'écran avec il y a Louis de Funès et l'autre acteur Jean Carmet, voilà. Et la soupe aux choux, c'est quoi? C'est 2 petits vieux qui résistent dans leur terrain. Et le maire de la commune veut utiliser leur terrain pour le développement économique. Le développement économique. Et ça finit par un extraterrestre qu'ils ont appelé, parce qu'en mangeant la soupe aux choux, ils émettent des bruits, et c'est un bruit qui est reconnu dans l'espace. Et finalement, ces extraterrestres viennent avec une énorme soucoupe volante, découpent entièrement le terrain sur lequel ils font pousser leurs choux, et les emmènent avec eux sur leur planète bénie. Parce que pour le développement économique, leur terrain qui ne vaut rien, et où on peut faire pousser que des choux, tout à coup, avec le développement économique, va devenir constructible, on va faire passer une autoroute, on va mettre un supermarché, on va mettre de l'étalement urbain. Et ça, c'est un problème parce que nous ne savons pas compter autrement, nous ne savons pas compter en écologie, nous comptons en économie. Et là c'est complexe. Hein. Un autre exemple, dans cette économie du bilan de la France, qui permet de nous faire croire, et on est content d'y croire, savez-vous, donc le bilan de la France, ça veut dire que si on peut emprunter 2000 milliards, et nous on n'est pas comme les Japonais qui empruntent beaucoup plus que nous, mais qui empruntent à l'intérieur de leur pays. La dette japonaise est quasiment circonscrite aux îles et au Japon. Nous, la dette de la France, elle n'est qu'à 10 ou 20% à l'intérieur et elle est à l'extérieur. Comment nous garantissons cette dette? Parce que les gens qui nous prêtent, d'abord, 1, ils ne veulent pas qu'on les rembourse, 2, ils veulent simplement qu'on leur paye à l'intérieur. La dernière chose que veut voir un banquier, c'est que vous le remboursez. À tel point que quand vous avez un emprunt et que vous voulez le rembourser en avance, il y a des pénalités. Donc, les gens qui nous prêtent de l'argent, ils veulent une garantie. Et la garantie, c'est la richesse du pays. Et bien, par exemple, on évalue nos routes, qu'elles soient autoroutes ou routes, entre 200 et 400 milliards d'euros. Ça sert à équilibrer les comptes de la nation. Qui va nous acheter nos routes? Non, mais voilà, ça c'est la réalité comptable. On équilibre ce qui s'appelle le bilan de la France, ça ne s'appelle pas comme ça, c'est pas une entreprise, puis ça ne risque pas de s'arrêter. On l'a vu même avec la Grèce, un pays jamais en dépôt de bilan, puisqu'on peut toujours rançonner ses habitants, et il continue à produire ne serait-ce que de la nourriture. Hein, donc la vraie richesse, c'est la capacité à lever un impôt sur les personnes, qu'ils soient financiers ou en nature. Donc la richesse, c'est le terrain. Si vous valorisez ce terrain, vous êtes plus riche. Donc, comment voulez-vous qu'un premier élu du premier niveau qui en France est la commune, tout à coup renonce à dire finalement ce terrain qui vaut que 1 euro, il y aura les 10, il y aura les 100, ça améliorerait l'ordinaire. D'autant plus qu'il n'est pas seul, cet élu.
il a des gens qui eux-mêmes sont des propriétaires terriens. Alors en France, il y en a quand même pas mal, hein, de propriétaires terriens. On serait à environ 45 à 50% de la population qui habiterait dans sa propriété. Et la propriété agricole, même si il y a énormément de très gros propriétaires, mais dans ce qui reste des exploitants agricoles, il y a quand même une grande majorité de propriétaires, pas la pluralité. Donc voilà, on a des propriétaires terriens et une quantité pour l'habitation de propriétaires. Donc qu'est-ce qu'on fait? Oui. Non, mais là, je dis, si vous ne m'arrêtez pas, je continue. Moi, ce que j'arrive à comprendre de ma petite cervelle, c'est que je bute sans arrêt en tout sur l'argent, finalement. Donc, est-ce que c'est pas ça la cible? La spéculation, l'économie à remettre en question mondialement. Alors, bon, j'ai pas les moyens. Hein, mais franchement, on a trop d'intelligence sur Terre, quoi. Punaise. Attaquons-nous au vrai problème, je pense. Alors d'abord, vous n'avez pas une petite cervelle, puisque vous êtes une femme, donc vous avez une part de la moitié du cerveau de toute l'humanité, donc déjà, c'est pas rien. Si c'est m'aide. Et oui, mais l'argent, c'est une autre manière de... Évidemment, là, on arrive à un moment de l'histoire de la financiarisation. Donc, on a l'impression que tout passe par l'argent. Mais rencontrer en coquillage, franchement, ça change rien. Ce serait plus compliqué. Mais il faut s'attaquer à... Et là c'est vraiment le cœur du débat d'attaque. Il faut s'attaquer à la financiarisation. Mais en elle-même, la financiarisation n'est qu'une espèce de fin de l'histoire qui masque le reste. Parce que la surfinanciarisation qui fait bouger des milliards et des milliards de dollars dans la milliseconde ne rend pas compte du fait que ces milliards et ces milliards de dollars ne bougent que finalement sur des fils de cuivre. Et ne bougent que grâce à l'électricité. Et l'industrie du fil de cuivre, même si elle a disparu chez nous, elle produit de toujours plus en plus de fils de cuivre dans le reste du monde. Donc, ce qu'on appelle l'argent, la financiarisation, le masque financier, oui, c'est un obstacle. Mais c'est pas sa capacité d'échange en lui-même, donc ce qu'on appelle l'argent. C'est pas l'argent, c'est la spéculation, je parle. Oui, c'est la spéculation, mais la spéculation n'enlève pas le problème de la ressource. Et la spéculation sur la ressource argent, sur la financiarisation, comme on dit, hein, la dette financière, elle est remboursable, et la dette écologique, elle ne l'est pas. Alors on dit, on peut faire de la planche à billets et autres. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est à moitié vrai. Ceux qui ont la puissance de faire leur propre argent n'en font pas des quantités extraordinaires, parce que sinon on ne voit pas pourquoi ils se gêneraient. On ne voit pas pourquoi les États-Unis ont une dette extérieure, et pourquoi ils n'ont pas marché la planche à billets. Parce que justement, ils ne peuvent pas produire plus d'argent que ce qu'ils peuvent réellement produire. Par contre, la financiarisation, elle peut produire des quantités absolument extraordinaires d'argent qui, du coup, entrent en conflit avec la production réelle. Et c'est ce à quoi attaque, c'est attaquer. C'est le cas de le dire, c'est-à-dire comment on stoppe cette financiarisation qui, pour continuer à exister, maîtrise la production, finalement, industrielle. Mais c'est pas l'argent en tant que tel, c'est vraiment, oui, comme vous dites, c'est la financiarisation, mais vous enlevez la financiarisation et vous continuez à être un prédateur, nous continuons à être des prédateurs de la ressource énergétique, notamment fossile, on continue à ne pas relocaliser l'économie. Ça, au sens de l'écologie, ça ne changera rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À moins que je vous ai coupé, non? Non, mais coupez-moi. Je vais essayer d'être clair. Vous dites que cette question, elle est planétaire. Or, on n'est pas tout. Pour que ça réussisse, la transition, il faudrait effectivement que tout le monde soit d'accord. Il y a un consensus. Or, on va savoir les COP, les COP 21 et tout.
Il donne des conseils, mais personne n'est obligé de les appliquer. Enfin, il y a quand même un décalage, il y a quand même une absence de moralité, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Et puis, un dernier truc qui ne fonctionne pas, c'est les politiques. Alors, pas droite-gauche, c'est pas ça. Mais ce qui est décidé, c'est ce qui est dangereux. Ils nous font payer des taxes dessus, mais ils ne le suppriment pas. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous avez apporté la réponse dans votre question. Il n'y a pas plus... Ben, je vais même utiliser, je vais aller un peu loin, mais bon, il n'y a pas plus stupide que taxer quelque chose pour financer quelque chose en disant on le taxe pour que ça disparaisse. Ce transfert, si on taxe quelque chose qui est nuisible, et qu'avec ça, et c'est le débat actuel, hein, ah ben oui, il y a la taxe carbone, mais elle ne sert pas à payer de l'écologie. Ben heureusement, parce que la taxe carbone, elle est pour diminuer l'utilisation du carbone. Donc si on se met à financer quelque chose avec la taxe carbone, dont on pense qu'elle va disparaître parce qu'on veut faire diminuer l'utilisation du carbone, ce qu'on va financer, ben on n'y arrivera pas. Donc, mais ça c'est... On a la même chose avec... Pourquoi par exemple, sur un domaine qui est très lourd, et humainement et moralement qui est très lourd, pourquoi est-ce qu'on continue à payer des dizaines et des dizaines de millions par an pour loger les migrants dans des hôtels, et pourquoi est-ce qu'on ne construit pas des maisons qui coûteraient moins cher? Parce qu'on souhaiterait que ça s'arrête, et même à part les haineux, à part les gens, c'est même pas la peine de parler, qui veulent rejeter tout le monde à la mer, tout le monde est d'accord pour accueillir des migrants, et les accueillir dans des bonnes conditions. Donc au lieu que les préfectures, et chaque préfecture dépense des millions et des millions par an à payer des marchands de sommeil dans des hôtels plus ou moins bien construits, pour loger ces gens qui ont fini en partie par loger, pourquoi on ne construit pas? Parce que ce sont des budgets qu'on espère voir disparaître, parce qu'on ne veut plus qu'il y ait cette misère. Donc taxer quelque chose, ou utiliser, ou augmenter constamment un budget en fonctionnant de quelque chose qu'on veut voir disparaître en le taxant, c'est absolument stupide économiquement. Mais ça profite à qui? Mais ça ne profite pas, c'est né de déclinaisons, comme monsieur a dit par rapport à la data, et de tout autre système. C'est qu'au départ, le chômage, il y a 500 000 chômeurs. Donc, c'est pas compliqué, on va dire aux entreprises, écoutez, il y a du chômage, c'est pas bien, il ne faut pas qu'ils crèvent de faim, ces gens-là, donc sur ce que vous générez, on va mettre 0,01%, voilà, à chaque fois que vous dépensez tant, on va prendre un petit quelque chose pour le chômage. Et puis, il ne faut plus qu'il y en ait du chômage, donc il va y en avoir un petit peu, ça va durer. Puis quand on arrive à un moment où il y a 5 ou 6 millions de personnes qui se retrouvent sans emploi rémunéré, ce qui est la situation actuelle. On ne les appelle pas exactement chômeurs, on ne les appelle pas rien, mais la réalité c'est qu'il y a 6 ou 7 millions de personnes qui devraient être au travail, donc qui sont entre 18 et 65 ans, et qui n'ont pas une activité. Et je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas travailler, je ne parle même pas de la division sexuelle du travail avec les femmes qui resteraient à la maison ou autre, non. Je parle des gens qui devraient être dans l'actif et qui souhaiteraient être dans l'actif, 6 à 7 millions de personnes. On ne peut pas les rémunérer en taxant le travail. C'est tout simplement pas possible. Et je ne parle même pas de la façon que ça serait dans la compétitivité économique ou autre. Tout simplement, c'est pas possible. Ça n'a pas été prévu pour ça. L'argent mobilisé pour le chômage était prévu parce qu'il y avait 21 à 22 millions de personnes qui s'activaient, qui généraient un revenu pour 500 au maximum à 1 million de personnes. Et quand on voudrait que ça disparaisse, on arrive au débat qui est porté par quelques politiques, qui s'appelle, on appelle le revenu de base ou le revenu universel. C'est de dire, non, puisque ces gens ne retrouveront plus jamais du travail, on va leur distribuer de l'argent. Et viendrait tout cet argent? Mais il y en a d'une taxation. Et il y en a d'une taxation de quoi? Du progrès et du développement économique. Donc, ça ne résout pas le problème écologique. Ça résoudrait une partie du problème social à économie égale dans notre pays. Donc on pourrait par exemple au moins commencer par distribuer une partie de cet argent à ceux qui n'en ont pas du tout, ou qui sont obligés de demander, de faire semblant de demander, de faire semblant de travailler, ou par exemple les jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas droit aux allocations, ou tous ceux qui ont dit venez le demander, mais pour le demander, tout le monde connaît ce qui peut se passer dans ce qui s'appelle les guichets sociaux et autres. On pourrait déjà au moins distribuer une partie de cet argent aux 4 à 5 millions de personnes qui n'ont pas d'autres ressources. Et qu'ils en feraient quoi? Ils en feraient quoi? Ils se nourriraient, ils se logeraient. Peu importe ce qu'ils en font de cet argent. De toute façon, ça serait de l'argent redistribué. Et on est dans des systèmes redistributifs. Mais on arrive... On ne sait pas comment faire justement pour dire
comme vous le dites, les produits issus des ressources fossiles, il ne faut pas les taxer. Il ne faut plus les utiliser. Parce que d'abord, c'est un stock. Donc au bout d'un moment, le tas de charbon au bout du jardin, il sera vide. Que ce soit dans 10 ans, 20 ans, 50 ans ou 100 ans. Que cette ressource fossile, la plus grande idée qu'on a eue, parce qu'en France, on n'a pas d'idée, mais on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc la première idée, c'est d'acheter du pétrole et de le brûler. C'est vraiment une idée extraordinaire. Si ce n'est pas du pétrole, c'est du gaz ou du charbon. Il ne faut pas le faire. Donc on a beau le taxer à n'importe quel montant. Ce qu'on appelle le signal prix, et il y a beaucoup d'économistes, notamment les économistes atterrés, l'ont suffisamment démontré, le signal prix ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. Si vous avez une ressource comme le pétrole, il suffit de mettre un seau, alors le seau de plus en plus profond, il faut aller à moins 4000 mètres sous l'eau maintenant, mais il suffit de mettre un seau pour le retirer et vous ne le payez pas, le signal prix ne fonctionne pas. Il faudrait que le signal prix il multiplie par 10 la valeur de ce qu'on veut supprimer pour qu'il ne soit pas utilisé. Le signal prix qui est une taxe, en fait, c'est simplement, et on le sait évidemment, et notamment avec ce gouvernement qui n'arrive même pas à le masquer, c'est tout simplement pour récupérer un fonctionnement, un prélèvement. Et moi, je ne suis pas contre l'impôt. Moi, au contraire, je ne suis ni contre les fonctionnaires, ni contre l'État en tant que tel. Pas de la manière dont il pourrait se conduire. Mais je suis d'accord pour que ceux qui produisent quelque chose concourent à nourrir et à loger ceux qui ne produisent rien, quelles que soient les raisons. C'est ça la justice sociale. Ce qui est, c'est le décalage entre tous ces gens-là, et ce décalage, on a l'impression qu'on va la mettre d'accord. Parce que c'est profond le décalage. Enfin, je sais pas, vous voyez les gilets jaunes actuellement, opposer la fin du monde à la fin du mois. C'est une bonne trouvaille en communication. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une bonne trouvaille en communication. Alors, j'ai vu 2 questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient en poser? Non? 3. Donc on s'arrêtera avec les 3 dernières questions, à moins qu'il y ait un 4e, non? Oui, mais ce qu'on va parler d'abord. Est-ce que vous avez brassé? Non. Ça passe. Bonsoir. J'ai étudié la protection de l'environnement et notamment des populations animales, c'est fort intéressant. Et dans toute population animale, on constate qu'une fois qu'on a atteint la limite des ressources, la population se stabilise ou s'effondre. Pourquoi c'est tabou d'en parler à propos des populations humaines et de se poser la question de la démographie, les possibilités de l'espèce humaine en tant qu'espèce animale à se maintenir en tant qu'espèce dans un milieu qui n'est pas extensible, avec des ressources qui ne sont pas extensibles. Est-ce qu'il n'y a pas des réflexions à se poser là-dessus? C'est assez fondamental, c'est parfois un peu dérangeant ou quoi de se dire est-ce qu'il faut continuer à faire les enfants? Est-ce qu'il faut discuter de tout ça? De quelle façon? Quelles actions on peut envisager? Quel débat on peut mener autour de ça? Histoire d'apporter, je trouve, une réflexion au fondement de la croissance de tous les termes qu'on peut employer, du fait de dire plus on sera nombreux, moins il faudra qu'on consomme. Si on se limite au niveau du nombre, peut-être qu'on a quelques espoirs au niveau de ce qu'on pourra faire. Alors c'est vraiment un sujet fondamental que moi je n'aborde pas parce que pour moi il n'y a pas trop d'êtres humains, il y a trop d'automobilistes. Donc vous voyez que je ne vais pas m'en tirer par une pirouette, mais vous avez tout à fait raison, au sens de l'étude des populations, puisqu'il s'agit vraiment bien de ça, et donc de leur biotope, de leur milieu. Le problème, c'est pas les enfants. Le problème, c'est les gens de mon âge. Alors, je m'excuse pour tous les autres qui pourraient avoir mon âge. Donc, le problème, c'est pas les enfants. Et on le voit, ce qui se passe en Chine, où la soi-disant politique de l'enfant unique, alors pour ceux qui se souviennent de la campagne de Dumont, ou de la chanson de Dutronc, 500 millions de petits Chinois, et moi, et il paraît qu'un pays qui avait 500 millions d'habitants, il y a 30 ans, avait une politique de l'enfant unique, elle a tellement bien fonctionné qu'ils sont 1,4 milliard maintenant. Donc c'est de la pure foutaise. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens dans les villes, à certains endroits, qu'on a empêché d'avoir des enfants, mais la Chine a fait comme tous les pays, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'élévation de son niveau d'abord d'hygiène, a eu la population la même que nous, et maintenant toutes les populations du globe, à part quelques-unes, sont en diminution démographique. Sauf qu'on est dans ce qu'on appelle une ère, E accent grave, RE, qui va durer jusque vraisemblablement 2040-2050, où on va peut-être monter à 10 milliards 500 millions, mais on est dans une diminution générationnelle, ça dure 3 ou 4
2 ou 3 générations, où on va vers une diminution. Et la question qui se pose après du nombre, à nouveau, c'est pas une pirouette, et le problème, c'est voilà, c'est comment on fait, on commence par qui, quoi. Voilà. Alors, non, mais oui, mais je ne veux pas vous renvoyer, je veux pas avoir l'air de vous renvoyer à ce qu'il y aurait de pire de réflexion humaine, mais c'est quand même complexe. Et je suis entièrement d'accord avec vous, et dans le rapport, si vous avez l'occasion d'aller lire, hein, le rapport du MIT, qui s'est appelé le rapport du Club d'Europe, par les époux Meadows, Denis et Donatella Meadows et Jürgen Randers, il y a 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est, enfin, c'est pas dans l'ordre, c'est ce qu'on appelle la technologie ou la capacité à maîtriser les ressources, la population, c'est-à-dire celle qui consomme les ressources, hein, qu'elles soient agricoles ou industrielles, et l'argent, la finance, dont on a parlé. Et donc ils disent, voilà, vous avez ces 4 paramètres, donc on va les entrer. Donc la beauté de leur modèle, hein, c'est de dire, jusqu'à présent, vous avez des calculs à la main sur des feuilles de papier, et on disait, voilà, on part de là, si dans 50 ans, où on en sera. Ce qu'on n'arrivait pas à faire, parce qu'il fallait la puissance informatique, c'est de dire, voilà, on met ça comme paramètre au départ, et au bout de 10 ans, il s'est passé ça, et on s'aperçoit dans ce qu'on appelle des boucles dynamiques, hein, des boucles rétroactives, qu'on peut faire maintenant grâce au calcul informatique, qu'on a pu commencer à faire à partir de 1970. Ah oui, mais s'il se passe ça, pour indiquer les politiques qu'il faudrait faire, on se sert des informations recueillies avec telle directive politique, hein, ce dont on a parlé, comme on aménage le territoire et autres, on les met là, on dit comme ça, on peut faire varier un peu ce qu'on pourrait faire. Donc la population est un paramètre, la quantité de ressources est un paramètre, la technologie, alors c'est le mot qui est utilisé, hein, la technique, les moyens qu'on utilise pour faire les ressources, et l'argent. La population est un paramètre. S'il y a moins de population, s'il y a des vertueuses, quand même, hein, parce que, encore une fois, et là, dans le domaine des populations, donc, ceux qui sont, je veux dire, sont quand même, qui peuvent être déstabilisants, les calculs sont faits, la planète, allez, pourrait se soutenir avec 500 millions d'êtres humains. Ça, c'est un peu les plus extrêmes. 500 millions d'êtres humains. C'est-à-dire qu'il y en a 7 milliards de trop. Et puis il y en a des un peu plus sympas qui montent jusqu'à 2 milliards. Ce qui veut dire quand même que ça peut être assez déstabilisant. Mais vous l'avez dit, hein, c'est pour ça que je ne renvoie pas à ce que vous avez dit. Si ces 2 milliards se conduisent comme l'Américain moyen, ça ne passe pas. Si les 500 millions même se conduisent comme les Américains moyens, ça passe tout juste, quoi. Après, si tout le monde se conduit comme le Zimbabwéen moyen, la capacité, comment dire, la capacité de charge de la planète pour nourrir des animaux à sang chaud de 75 à 80 kg qui ont besoin, donc, pour leur système anthropique, de se maintenir à 37 degrés, on peut nourrir entre 16 et 45 milliards d'êtres humains selon les calculs. Bon, ça veut dire qu'on se transforme tous un peu en vaches et en broues. Donc 16 milliards, c'est peut-être pas la peine. Mais voilà, 500 millions, 16 milliards. La capacité de charge de la planète pour nourrir du mammifère à sang chaud, machine thermodynamique à 37 degrés, 80 kg, 37 degrés, donc c'est quoi l'entropie? C'est l'ADN qui lutte contre l'entropie, hein, donc qui fait que jusqu'à notre mort, lorsque la bibliothèque humaine disparaît, on cesse de lutter contre l'entropie de notre corps, qui est de maintenir notre corps à 37 degrés. Donc il faut la nourrir, la machine. C'est-à-dire qu'il faut lui engranger de l'énergie qui est sous forme de protéines. Sous forme de protéines animales, comme on le sait, dans les chaînes alimentaires, c'est facteur 6 ou 7. Alors que si on mange ce que mange la vache, on redevient plus soutenable. Chez les poissons, c'est pareil, hein, et ça commence au saumon. Donc on peut manger de la sardine et de l'huître, mais il ne faudrait pas manger ni du maquereau, ni du saumon, ni du thon. Donc voilà, la quantité d'êtres vivants sur Terre, la population d'êtres vivants sur Terre, est une donnée qui brille. On va passer à la dernière question. Alors optimiste, une question optimiste. Une question. Pas une question, mais... On est évoqué, donc je souscris là. On peut être très nombreux et se nourrir. Non, ma question, c'est, je voudrais revenir sur le nucléaire. Moi aussi, je suis sceptique avec l'énergie nucléaire pour fabriquer de l'électricité. Or, l'électricité, si on peut tout faire fonctionner l'électricité, et ce serait en remède, on
et que la 4e génération du fusionnel, le nucléaire fusionnel, lui, il résoudrait tous les problèmes, parce que le CO2, il n'y aurait toujours pas de donation, mais les déchets seraient nuls. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Parce que moi, je dis de plus en plus de chercheurs, d'économistes, et avec cette notion de transition écologiste, et surtout dans le journal du Monde, actuellement, ça fait 2-3 mois, on a énormément d'interventions. Alors, j'essaie de comprendre, de faire une synthèse, et ça fait plusieurs fois, mais je ne l'ai pas vérifié, et je voudrais, parce que je viens un peu pour ça, savoir qu'est-ce qu'il en est de cette 4e génération de générateurs, là, qui serait là dans 30-40 ans, et alors à ce moment-là, qui résoudrait le problème de l'énergie fossile qui ne produirait pas de CO2. Alors, vous avez, pas très loin d'ici, à Valence, la CRERAD, donc la commission de recherche indépendante, d'information indépendante sur la radioactivité, qui existe depuis 1986, donc à la fin de Tchernobyl, où là, vous trouverez tout sur le nucléaire. Moi, je suis un militant, mais je ne suis pas un spécialiste. Par contre, l'idée que... Enfin, c'est du bonneau, quoi. C'est du bonneau. C'est-à-dire l'idée de penser qu'on va produire de l'énergie, en gros, à partir de pas grand-chose, qu'en plus qu'elle va être gratuite et illimitée, que ça ne va pas faire de déchets, c'est de la magie. Et plus encore, sur le problème de l'électricité probablement dit, et sur la manière de produire l'électricité. À part l'éolien et le photovoltaïque, on ne sait pas produire des électricités sans chauffage, sans énergie thermique, d'où qu'elle vienne. Le solaire et l'éolien, c'est du solaire décalé, hein, puisque c'est du fait du rayonnement solaire et des mouvements sur toute la planète qu'on a des vents, c'est-à-dire des échanges entre le froid et le chaud. Et donc le solaire et l'éolien, c'est de l'électricité gratuite au sens de ce qu'il a produit, pas au sens où elle est fabriquée, l'énergie qu'il a produite. Parce que finalement, l'électricité, c'est faire tourner un alternateur actuellement. Enfin, sauf le photovoltaïque. L'éolien, on fait tourner un générateur. Le photovoltaïque, c'est un genre de photosynthèse un peu différent, c'est de la photosynthèse mais sur l'énergie fossile, d'abord, donc la fusion, c'est à base d'énergie fossile. Et le problème de la fusion, c'est qu'il faut qu'on arrive à capturer littéralement du soleil, un tout petit soleil. Hein. Et pour capturer du soleil, pour l'instant, on n'a pas de matériaux. Parce que, donc, on a inventé quelque chose qui est actuellement, ça s'appelle ITER, hein, puis il y a 2 ou 3. Alors ça fonctionne, ça a fonctionné 12 microsecondes dans 4 ou 5 laboratoires. On fait un mur, donc il y a la réaction, qui est la fusion et pas la fission. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on bombarde un machin qui explose, on le fait se rabougrir sur lui-même, donc il échappe de l'énergie. Autour, c'est ce qu'on appelle un plasma magnétique, qui pour fonctionner, a besoin d'une quantité d'énergie. Alors, évidemment, il y aurait plus d'énergie produite. Sauf que pour faire fonctionner une centrale ITER, il faudra toujours 2 ou 3 centrales nucléaires autour. C'est-à-dire qui ne fonctionnent pas de la manière dont fonctionne la centrale à fusion. Parce que si jamais il y avait un incident, eh ben, toutes les centrales à fusion, elles ne fonctionneraient plus. Ce qui est exactement le cas actuel du parc nucléaire. Vous ne pouvez pas faire fonctionner du nucléaire s'il n'y a que des centrales nucléaires. Parce que si jamais il y a un incident, quoi que ce soit sur une centrale nucléaire, et qu'il se reproduit sur les autres centrales, et si vous arrêtez toutes les centrales nucléaires, ben, il n'y a plus de possibilité. Une centrale actuellement nucléaire qui s'arrête, pendant 10 ou 15 ans, vous êtes obligé de la maintenir à peu près à 10, 15 ou 20 degrés de température dans les circuits primaires, puis après plus. Vous pouvez trouver tous ces renseignements soit à la CRERAD, soit à l'Observatoire du nucléaire, soit au réseau Sortir du nucléaire. Donc, non, ça n'existe pas, c'est de la magie. De penser qu'on aura une énergie libre, gratuite et indépendante, non seulement c'est de la magie, mais la loi de l'entropie qui nous dit, en fait, la deuxième loi de la thermodynamique qui nous dit que lorsqu'on produit quelque chose, on ajoute de la chaleur. Si on disposait tous d'une petite centrale dans notre jardin qui nous procure de l'énergie libre, gratuite et illimitée, ben on ferait bouillir la planète. Parce que le chaud s'ajoute au froid et il ne s'échappe pas dans l'atmosphère.
il ne peut pas s'échapper, parce que ça veut dire qu'on n'a plus l'atmosphère, il ne s'échappe pas dans l'univers, dans le cosmos. Donc si tous on avait une énergie libre, gratuite et indépendante, on aurait tous des voitures qui voleraient, on aurait tous 12 000 grippins ou des choses comme ça, et on ferait bouillir la planète. Parce qu'on ajouterait... La pollution thermique, pour l'instant, n'est pas tellement importante. Elle n'est importante que dans les pays, que dans les villes, dans les tropiques, qui utilisent la climatisation. Et dans des villes comme Taïwan, parce que c'est là où ça a été mesuré, les gens qui ont des climatiseurs ajoutent une chaleur ajoutée à tous ceux qui n'en ont pas de 7 à 8 degrés en été, pour eux avoir du frais. Et donc si on avait tous la capacité de pouvoir payer l'énergie, eh ben on ferait bouillir la planète. Alors là, donc pour que l'ITER fonctionne un jour, déjà c'est qu'en 2050 qu'on saura si ça peut fonctionner, je ne pense pas. Par contre, vous soulevez un autre problème, et on en restera là, et je ne sais pas si c'est optimiste ou pessimiste. S'il y a une chose pour l'instant que les gouvernants n'arrêteront pas, c'est l'électricité. Or ça, c'est un vrai souci. Si vous arrêtez l'électricité, tout s'arrête. Donc, ce n'est pas tellement la question de l'énergie nucléaire qui est en jeu. C'est l'électricité. Quelle que soit la manière dont elle est produite. Parce qu'actuellement, si vous arrêtez l'électricité, on n'a plus à manger, on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'hôpitaux, on n'a plus rien. On n'a plus... Alors, et là, chacun pourra pédaler pour son petit téléphone portable. Parce qu'il faudra être 12 000 à pédaler là où il y a la première antenne, il faudra être 12 000 à pédaler, enfin voilà. Donc, on a un souci avec l'énergie, donc il faut apprendre à moins consommer d'énergie. Et avant de partir, j'attends que vous me déposiez les clés de vos voitures individuelles.